En Hongrie, György Thurzó pénétra dans le château de Sajtich sans aucun avertissement. Plus tard, il écrira au roi Mathias II que ce qu'il découvrit à l'intérieur était indescriptible, tant sa plume tremblait. Au sol de l'entrée, gissait le corps d'une jeune femme. Dans les souterrains, plusieurs survivants furent découverts, mais dans un état critique. Selon les témoignages des domestiques, des dizaines, voire des centaines de jeunes filles auraient été enterrées dans le château et sur les terres environnantes. La propriétaire du château, Elisabeth Báthory, une veuve d'une quarantaine d'années, issue de l'un des plus puissants magnats hongrois, fut arrêtée le même soir dans ses appartements. Ainsi débuta l'un des procès les plus énigmatiques du début de l'époque moderne. Un procès qui donna naissance à la légende de la comtesse sanglante. Une femme qui aurait pris des bains dans le sang de jeunes vierges pour conserver sa jeunesse éternelle. Cette légende est si puissante qu'elle perdure depuis 4 siècles dans des romans, des films, des jeux vidéo et même dans les noms de groupes de métal. Cependant, une question rarement posée par ceux qui répètent cette histoire est la suivante. Quelle part de vérité se cache derrière ces récits? Que contenait réellement le procès-verbal de la cour? À qui cette histoire était-elle bénéfique et n'était-elle pas, dès le début, quelque chose de plus qu'une simple affaire de meurtre? Nous allons examiner tout cela, les faits réels, les fondements de cette affaire, le contexte politique et pourquoi l'image du « bain de sang » est apparue 1 siècle après la mort de Báthory, alors qu'elle n'est mentionnée dans aucun document judiciaire du XVIIe siècle. Mais commençons par la personne elle-même. Derrière la légende se cache une biographie suffisamment sombre pour ne pas nécessiter d'embellissement mythologique. Il y en a déjà assez comme ça. Elisabeth Báthory vit le jour le 7 août 1560 au château de Nyírbátor, dans l'est de la Hongrie, sur des terres que sa famille détenait depuis plusieurs siècles. Les Báthory faisaient partie des 2 ou 3 familles aristocratiques les plus puissantes du royaume hongrois. Parmi ses proches, on trouve István Báthory, le voïvode de Transylvanie, et Sigismond Báthory, devenu prince de Transylvanie. Par sa mère, elle était aussi liée aux Kecskemeti, qui étaient tout aussi nobles. L'enfant grandissant dans cette famille évoluait au milieu du pouvoir, de la richesse et d'une conviction profonde que les lois établies pour le peuple n'avaient qu'un rapport distant avec elle. Ce n'est pas une métaphore, c'est littéralement ainsi que fonctionnait le droit pour la haute noblesse hongroise de cette époque. L'enfance d'Élisabeth se déroula dans le domaine familial des Shedd. Elle fut éduquée comme il se doit pour une descendante d'une grande lignée. Langue latine et allemande, musique, éducation religieuse. Selon des témoignages ultérieurs, elle savait lire et écrire à une époque où la plupart des nobles demeuraient analphabètes. Cela fit de sa correspondance une précieuse source primaire à son sujet. Une partie de ses lettres a survécu et a été étudiée par des historiens. Aucune de ces lettres ne contient un mot confirmant la légende. Mais nous y reviendrons plus tard. Dans la famille Báthory, il existe une histoire documentée de troubles nerveux et de crises. Les chroniques de l'époque mentionnent que la propre Élisabeth avait des accès depuis son enfance, que les chercheurs modernes interprètent prudemment comme une possible épilepsie. Il est essentiel de considérer cela non pas comme une explication de ces actes, car il n'existe pas de lien de cause à effet entre l'épilepsie et la violence, mais plutôt comme un contexte biographique réel. La famille était consciente des crises qu'elle éprouvait. Cependant, en l'an 1575, à l'âge de 14 ans, Élisabeth fut fiancée à Ferenc Nadasdy, le fils d'une autre famille de nobles puissants. Le mariage eut lieu la même année. Le fiancé avait 19 ans. Ferenc Nadasdy est une figure souvent mentionnée de manière éphémère dans les récits concernant Báthory, bien qu'il mérite une attention particulière. Il a reçu le surnom de « Chevalier noir » sur les champs de bataille face aux Ottomans, où il s'est battu avec intensité, étant considéré à l'époque comme un général assez performant. La cruauté envers les prisonniers de guerre était alors jugée normale, et Ferenc ne faisait pas exception à cette règle. Selon certaines sources, notamment les témoignages ultérieurs des domestiques lors du procès d'Élisabeth, c'est lui qui aurait appris à sa femme certaines méthodes de punition pour les serviteurs. La véracité de ce témoignage reste à débattre, mais il ne peut être ignoré.
Nadajdi passait la majeure partie de son temps en campagne militaire, tandis qu'Élisabeth gérait seule de vastes domaines. Sa correspondance administrative, dont quelques dizaines de lettres ont survécu jusqu'à nous, révèle une personne autoritaire, compétente et habituée à résoudre les problèmes rapidement. Il ne s'agit pas d'une personne qui se laisse submerger par des situations difficiles. En l'an 1604, Ferenc décéda, probablement des suites de ses blessures. Élisabeth se retrouva veuve à 43 ans. Au cours des 6 années suivantes, des événements se produisirent, menant à la perquisition de Thurzo en décembre. Avant d'analyser ce qui s'est passé à Tchaktitse, il est nécessaire de discuter des sources. Cela peut sembler ennuyeux, mais c'est ici que se cache une partie de la vérité. Que reste-t-il concernant l'affaire Báthory? En résumé, 4 ensembles de documents, chacun avec ses propres problèmes de fiabilité. Le premier comprend les témoignages de témoins recueillis en janvier 1611 lors du procès de 4 serviteurs, Dorothea, Elena Jo, Katalin Beniczka et János Ujvari, surnommé Ficzko. Le deuxième inclut les déclarations de plus de 300 témoins interrogés par des fonctionnaires de l'administration dans les domaines de Báthory. Le troisième consiste en des échanges épistolaires entre Thurzo, le roi Mathias II et d'autres personnes. Le quatrième regroupe les lettres personnelles d'Élisabeth, conservées dans les archives. Quelles sont les informations fiables dans ces sources et lesquelles ne le sont pas? Les déclarations des serviteurs ont été faites sous contrainte, après leur arrestation, par des individus menacés de mort. 3 des 4 ont effectivement été exécutés. Le fait de la torture lors des interrogatoires n'est pas mentionné explicitement dans les documents, mais la pratique judiciaire de l'époque l'envisageait. Les témoignages des 300 témoins, pour la plupart non présents sur les lieux, relèvent de rumeurs. On disait, on entendait, on rapportait. La correspondance de Thurzo est rédigée par une personne ayant des intérêts politiques évidents. Les lettres personnelles de Báthory, qui constituent la seule source de sa voix directe, ne contiennent rien de criminel. Cela ne signifie pas qu'aucun crime n'ait été commis. Cela signifie que, en séparant les faits établis des rumeurs, des exagérations et des ajouts ultérieurs, nous obtiendrons un tableau nettement moins apocalyptique que celui qui circule dans les articles populaires. L'atmosphère qui entoure cette histoire est indéniablement sombre. Alors, que peut-on considérer comme réel et non comme un amalgame de légendes superposées? Les violences infligées aux serviteurs, surtout aux jeunes femmes travaillant dans le château, ont débuté vers 1585 et se sont intensifiées après la mort de Ferenc en 1604. Les témoins décrivent des méthodes terrifiantes, des coups, des morsures, des brûlures causées par des objets chauffés à blanc, ainsi que des emprisonnements prolongés dans le froid sans nourriture. Le nombre de décès varie dans les documents, allant de 10 à 12 témoignages directs, jusqu'à un chiffre inquiétant de plus de 600, avancé par un des serviteurs lors de son interrogatoire comme une estimation du nombre total de victimes. Ce dernier chiffre, 650, souvent cité dans les publications populaires, provient des déclarations de Ficzko lors de son interrogatoire. Il a même dit quelque chose comme « autant qu'il est noté dans le carnet de la maîtresse ». Cependant, personne n'a jamais vu ce carnet. Les historiens contemporains, notamment le chercheur hongrois Laszlo Nagy et l'américaine Deborah Harkness, s'accordent à dire que le nombre réel de victimes était bien inférieur, peut-être quelques dizaines. Je vous invite à réfléchir dans les commentaires. Quand les autorités sont motivées à porter des accusations, dans quelle mesure peut-on faire confiance aux témoignages obtenus sous pression? C'est là le point central de cette affaire. Passons maintenant à ce qui est décrit comme le commencement. Les violences envers les serviteurs dans les maisons aristocratiques à l'aube de l'époque moderne n'étaient pas juridiquement définies. Les serfs ou serviteurs étaient pratiquement totalement dépendants de leur maître. Les châtiments corporels étaient la norme, leur sévérité étant limitée uniquement par les normes morales du maître et non par la loi. Ce contexte est essentiel pour comprendre pourquoi personne n'est intervenu pendant tant d'années, une question cruciale. Le prêtre local, János Ponikenus, a commencé à tenir un registre des enterrements des jeunes filles du château environ entre 1601 et 1610.
Son témoignage est l'un des éléments clés de cette affaire. Il a enregistré 37 inhumations de jeunes femmes et filles, et sa préoccupation semble avoir été l'un des déclencheurs d'une enquête officielle. 37 décès, documentés par une seule source en 10 ans. Cela représente un nombre significatif. Ce ne sont pas que des rumeurs. Qui étaient les personnes engagées dans le château? Initialement, il s'agissait des filles de paysans locaux et de petits bourgeois. Une recruteuse nommée Janka, selon les témoignages, parcourait les villages pour rassembler des jeunes filles, leur promettant un bon salaire et un emploi dans une maison riche. C'était une pratique standard pour les grandes propriétés aristocratiques. Les jeunes filles arrivaient et disparaissaient, ou retournaient avec des traces visibles de violence. D'après plusieurs témoins, des membres de leur famille ont tenté de porter plainte. Ces plaintes ont été ignorées. Se plaindre de Báthory signifiait se plaindre d'un des clans les plus puissants du pays, et les fonctionnaires locaux préféraient détourner le regard. Les 4 serviteurs les plus proches, arrêtés avec Élisabeth, méritent une attention particulière, car leurs témoignages ont constitué la principale base de preuves. Dorca, une vieille servante, aurait participé directement aux tortures, selon les déclarations recueillies. Hélène et Yo, nourrice, avaient été engagées pour s'occuper des enfants de Báthory. Catherine Benica, une servante plus jeune, était également présente. János Ujvari, surnommé Ficzko, était un nain qui exécutait diverses tâches. 3 des 4 furent exécutés publiquement. Dorco et Hélène furent brûlés vifs après qu'on leur ait arraché les doigts à l'aide de pinces chauffées. Benica fut décapité, considéré comme moins coupable. Ficzko subit également le même sort. Élisabeth échappa à la peine capitale. En tant que membre de la haute noblesse, elle ne pouvait être exécutée sans l'aval du roi lui-même, et le roi Mathias, selon ses correspondances, n'était pas enclin à le faire pour des raisons politiques que nous aborderons plus tard. 4 serviteurs perdirent la vie. Leur maîtresse, quant à elle, resta dans ses appartements. Que décrivent exactement les témoins dans leurs dépositions? Les détails sont cruels et précis, au point que certains passages sont presque illisibles. Des coups à la tête, aux jambes, aux bras, jusqu'à l'évanouissement et à la mort. Des brûlures de la peau avec des clés chaudes ou des bougies. Être enfermé dans une cave glacée en hiver sans vêtements. Les morsures. Báthory aurait prétendument mordu ses victimes. D'après des témoignages, plusieurs corps furent enterrés secrètement dans le jardin, sous le plancher de la chapelle ou dans des champs locaux durant la nuit. Il est important de rappeler que ces témoignages proviennent de personnes arrêtées sous pression judiciaire. Mais c'est sur cette base que le tribunal a décidé de condamner les 4 serviteurs. La question clé, qui n'a jamais trouvé de réponse durant le procès, demeure « Pourquoi ? Qu'est-ce qui poussait à cette violence ?» Le tribunal du XVIIe siècle ne s'est que peu préoccupé de cette question, à une époque où la psychologie en tant que science n'existait pas et où le motif était souvent réduit à une incitation diabolique ou à une cruauté naturelle. Cette réponse ne nous satisfait pas. Nous avons donc besoin d'une discussion distincte sur ce que nous pouvons dire aujourd'hui à la lumière de nos connaissances contemporaines. Mais avant cela, parlons du mythe, car le mythe et la réalité divergent ici de manière si radicale que cela constitue en soi une histoire. Le bain de sang est l'une des images les plus persistantes de l'histoire. Dans des publications populaires, cela est présenté comme un fait avéré. Élisabeth Báthory aurait cru que le sang de jeunes filles préservait la jeunesse de la peau et aurait donc ordonné leur meurtre pour se baigner dans leur sang. Cette image est devenue centrale dans le personnage de la comtesse sanglante, une figure littéraire qui est exploitée depuis 3 siècles. Le problème est que dans les documents judiciaires de l'année 1611, rien de tout cela n'apparaît. Pas de bain, pas de rajeunissement, pas de jeunesse éternelle, rien. Le mot « sang » apparaît dans les dépositions, mais uniquement dans le contexte de coups et de blessures, et non pas de bain rituel. D'où vient donc cette histoire? La première mention écrite remonte à environ 1720, plus d'1 siècle après la mort de Báthory. Le jésuite hongrois László Turoczi, dans sa chronique Hungaria suis cum regibus,
a écrit que Báthory se baignait dans le sang. Aucune source n'est citée, il l'a simplement affirmé. Après quelques décennies, d'autres auteurs ont commencé à répéter et embellir cette version, en ajoutant des détails. Au XIXe siècle, la légende avait pris la forme que nous connaissons aujourd'hui. C'est un mécanisme typique de folklorisation. Chaque nouvelle génération ajoute quelque chose de nouveau, jusqu'à ce que le fait d'origine se perde sous des couches de fiction. L'historien hongrois Tamás Klaniza, spécialiste des procès de sorcellerie et de la démonologie au début de l'époque moderne, a souligné dans ses travaux qu'aucun des documents d'époque du XVIIe siècle ne mentionne les soi-disant bains de sang. Ce constat fait l'objet d'un consensus scientifique dans la recherche historique, bien que cela ne soit pas toujours le cas dans les récits populaires. L'historienne américaine Martha Finnell, dans sa thèse sur l'affaire Báthory, soutenue dans les années 90, est parvenue à une conclusion similaire. La légende s'est développée postérieurement aux faits et ne repose pas sur des documents judiciaires. Qu'est-ce que cela change? Cela change beaucoup de choses. Si l'on élimine les bains de sang, il reste une histoire de violence systématique exercée sur des personnes soumises, une réalité criminelle et terrifiante, mais qui n'a rien de mystique. C'est un récit sur la coexistence de la violence avec la normalité, non pas un remplacement de celle-ci, mais en parallèle. C'est l'histoire de ceux qui savaient et qui se sont tus, de ceux qui ont exprimé leurs plaintes sans être entendus, des victimes dont les noms se sont perdus dans la légende de la tortionnaire. Cette histoire demande davantage de réflexion et moins d'effroi, et c'est précisément pour cela qu'elle est moins populaire que la légende. C'est le récit d'une femme ayant un pouvoir illimité sur ses serviteurs, un pouvoir qu'elle a utilisé de manière destructrice et qui, au final, a été stoppé pour des raisons qui vont bien au-delà du simple dégoût moral. C'est une narration où la politique et la propriété ont joué un rôle tout aussi important que les crimes eux-mêmes. C'est vers cette dimension politique que nous nous dirigeons désormais, car sans elle, l'affaire Báthory demeure incompréhensible. Sur cette chaîne, d'autres vidéos parlent de personnes dont l'histoire ne se souvient pas d'elles telles qu'elles étaient réellement. Abonnez-vous pour ne pas manquer le prochain épisode. Le mois de décembre de l'année 1610 n'est pas un moment choisi au hasard. Pour comprendre pourquoi c'est précisément à cette époque que Türkçő est entré dans le château de Csaktitz, il est essentiel de saisir la situation financière et politique de la Hongrie à cette époque. Après le décès de Ferenc Nadasdy en 1604, Elisabeth Báthory se retrouve seule à la tête d'une immense fortune ainsi que de plusieurs châteaux en Hongrie occidentale qui sont à la fois importants géographiquement et politiquement. Ses possessions, notamment Csaktitz, Beckov, Lévis et d'autres, se trouvait dans le comté de Nitra et figurait parmi les plus riches de la région. Elle était veuve, avait 3 enfants survivants, et selon les lois de l'époque, sa fortune finirait par revenir à ses enfants, c'est-à-dire à la famille Nadasdy ou à la couronne. Ferenc Nadasdy avait prêté d'importantes sommes au palais royal de son vivant. Cette dette est revenue à Élisabeth après la mort de son mari, plus précisément, le droit de réclamer son remboursement. Cette dette n'a pas été remboursée. Si Élisabeth était reconnue coupable et perdait son statut de noblesse, ses terres seraient transférées à la couronne et la question de la dette serait automatiquement résolue. Ce n'est pas une théorie du complot, mais simplement une logique du droit de propriété de cette époque. Les historiens le notent clairement et sans ambiguïté. György Türkçő occupait le poste de palatin, c'est-à-dire le représentant du roi en Hongrie. Il était parent de Báthory, selon certaines sources d'une manière éloignée, selon d'autres de manière plus proche. Sa propre correspondance avec le roi témoigne d'un jeu politique complexe. D'un côté, il évoque les atrocités monstrueuses commises par Báthory en exigeant justice. De l'autre, il insiste pour qu'elle soit placée en résidence surveillée plutôt que d'être exécutée. Si on l'exécutait, cela déshonorerait toute la noblesse hongroise. Tel est le sens de son argumentation. Cela semble être une préoccupation pour l'honneur de la noblesse. Cependant, il existe une autre interprétation. La mise à mort de Báthory impliquerait la perte de ses terres au profit de la couronne. En revanche, si Báthory est placé sous house arrest, ses terres resteraient dans la famille, donc à ses enfants, avec lesquels Türkçő entretenait des relations d'alliance. László Nádas,
un historien hongrois qui a publié en 1984 une étude intitulée « Le conte sanglant », l'un des premiers travaux historiques sérieux sur l'affaire, affirmait clairement que le procès de Báthory était avant tout une opération politique. Selon lui, des crimes avaient bien eu lieu, mais leur ampleur et leur nature avaient été considérablement exagérées, et les poursuites avaient été initiées pour des motifs politiques et patrimoniaux. Bien que tous les historiens ne partagent pas son point de vue, sa position est suffisamment présente dans le débat scientifique pour ne pas être ignorée. Un détail important. Lors du procès, Elisabeth Báthory n'a jamais été convoquée pour témoigner. On a jugé 4 de ses serviteurs, mais pas elle. Cela est juridiquement sans précédent, même selon les normes de l'époque. Thurzó justifiait cela par une préoccupation pour l'honneur de la lignée et un souhait du roi. Cependant, cela a eu pour conséquence que l'accusé n'avait officiellement pas la possibilité de se défendre, ni de contester les témoignages. C'est un élément que la plupart des récits populaires évitent souvent de mentionner. Passons maintenant à un moment charnière qui se retrouve clairement dans les documents et qui explique pourquoi l'affaire a dépassé le cadre du simple abus sur des jeunes filles paysannes. À partir de 1609, Báthory a commencé à faire venir au château des jeunes filles de la petite noblesse. La différence est capitale. Les abus sur des jeunes filles paysannes étaient pratiquement impunis sur le plan juridique, car personne ne se plaignait vraiment, ni ne demandait d'enquête. En revanche, les jeunes nobles avaient d'autres proches, un statut social différent et d'autres relations. Lorsque plusieurs familles de la petite noblesse commencèrent à se plaindre de la disparition de leurs filles, cela ne pouvait plus être ignoré au niveau local. Parmi les plaignants, on mentionne la famille d'une certaine György Pop, une jeune fille de Trnava, qui aurait été emmenée au château sous prétexte d'éducation et qui y serait morte. Son père déposa une plainte. Celle-ci parvint à un pasteur luthérien, puis à l'archevêque Esterházy. Nous atteignons alors le niveau ecclésiastique. Ensuite, la chaîne de transmission a remonté, et Thurzó a eu l'occasion de justifier des actions officielles qui auraient été plus difficiles à légitimer sans ce motif. Ce moment, le changement de classe sociale des victimes, est documenté dans plusieurs sources indépendantes et est reconnu par les historiens comme un déclencheur clé de l'enquête. Cela ne signifie pas que la vie des jeunes filles paysannes était moins importante, elle l'était clairement. Cela signifie que le système réagissait non pas à la gravité du crime, mais au statut social des victimes. C'est une illustration amère, mais totalement précise de la façon dont la justice fonctionnait à l'aube des temps modernes. Imaginez une scène tranquille. Le château de Čaštice au début des années 1600. L'hiver dans les montagnes, quelques milliers de mètres au-dessus du niveau de la vallée, la neige, un jour court. Le château s'autosuffisait presque entièrement grâce à son moulin, sa brasserie, son bétail et ses potagers. Elisabeth Báthory gérait un domaine composé de plusieurs dizaines de bâtiments et supervisait plusieurs villages environnants. Une part de son temps était consacrée à la correspondance administrative. Elle s'occupait des maladies de ses serfs et l'un de ses lettres conservées traite d'une épidémie dans un village, ainsi que des mesures prises pour la contenir. Elle échangeait également des lettres avec ses enfants au sujet de leur dot et de leur mariage. Dans les mêmes murs, là où, selon les témoignages des serviteurs, se déroulaient des événements troublants, se trouvait ce décalage entre la vie normale de l'aristocratie et ce qui se passait juste à côté d'elle, ce qui rend cette histoire particulièrement complexe. L'hiver en montagne, les bougies, les factures pour la nourriture, les lettres adressées aux enfants concernant leurs études, et à quelques étages en dessous ou juste quelques pièces plus loin, se déroulaient des événements sombres dans les recoins du château. Deux mondes qui ne se croisaient pas dans l'esprit de la maîtresse des lieux, comme ils se croisent dans notre perception actuelle. Ou peut-être se croisaient-ils, et cela constituait le principal secret qu'elle emporta avec elle. Le procès de janvier de l'année 1611 dura plusieurs jours. Les juges, 7 nobles présidés par Torok, entendirent les témoignages des serviteurs ainsi que ceux des témoins. Les serviteurs furent invités à s'exprimer et ils parlèrent longuement. Leurs témoignages, malgré les réserves sur les conditions d'interrogatoire,
présente une cohérence interne sur plusieurs points que les historiens ne peuvent ignorer. Plusieurs personnes mentionnent indépendamment des méthodes de punition similaires, des lieux d'inhumation communs et des périodes temporelles analogues. Les déclarations de Dorcas sont les plus détaillées. Selon elle, elle a personnellement participé aux tortures sur ordre de sa maîtresse. Elle a cité des noms précis des victimes et des lieux d'enterrement. Une partie de ces sépultures a été vérifiée et retrouvée par l'enquête. Ce sont des preuves concrètes et non de simples rumeurs. C'est pour cette raison que les historiens, même ceux qui sont sceptiques quant à l'ampleur des atrocités, ne contestent pas le fait même des crimes. Hélène Jo, nourrice ayant servi dans la famille pendant plusieurs décennies, a décrit la violence comme étant régulière et systématique dans ses témoignages. Elle a rapporté des épisodes spécifiques. À tel moment, la maîtresse a ordonné de prendre une certaine jeune fille et celle-ci est morte quelques jours après. Certains des noms qu'elle a mentionnés correspondent aux enregistrements du prêtre Ponicénus concernant les inhumations. 2 sources indépendantes citent le même événement, un moment rare dans cette affaire où il est possible de s'appuyer sur plus d'un témoignage. János Ficko, un nain utilisé pour diverses tâches, a fourni des déclarations qui, semble-t-il, contredisaient en partie ses propres témoignages donnés à des moments différents. C'est de lui que provient le chiffre « plus de 600 » qu'il a cité en se référant à un carnet de la maîtresse. Aucun carnet n'a été présenté au tribunal. Les chercheurs tendent à considérer ce chiffre soit comme une exagération sous pression, soit comme l'imagination de Ficko, un homme qui pouvait penser que plus ses déclarations étaient terrifiantes, plus cela améliorait sa propre situation en tant que repentant. Catherine Benica a donné les témoignages les moins détaillés, probablement parce qu'elle était réellement moins impliquée. C'est elle qui a finalement été exécutée uniquement par décapitation, sans subir de torture préalable. Ce qui est révélateur, c'est qu'aucun des 4 individus interrogés n'a mentionné de motif rituel ou mystique. Personne n'a évoqué la notion de sang comme moyen de rajeunissement. Le mobile évoqué par les serviteurs, lorsqu'ils en parlaient, était bien plus simple et terrifiant. La maîtresse était en colère. La maîtresse considérait que le travail n'avait pas été bien fait. La maîtresse voulait punir. Il s'agissait de colère, de contrôle et de punition, mais pas de rituel. Cette distinction est essentielle. Après le procès des serviteurs, Elisabeth Báthory fut emprisonnée dans le château de Čachtitze, non pas dans une cellule de prison, mais dans plusieurs pièces d'une tour, murée de telle sorte qu'il ne restait qu'une petite fente à l'extérieur pour la distribution de la nourriture. À l'époque, cette punition était considérée comme sévère, mais pas exceptionnelle pour la noblesse, qui ne pouvait être exécutée sans l'autorisation royale. Elle décéda en captivité le 21 août de l'année 1614, environ 3 ans et demi après son arrestation. Elle avait 53 ans. Les dernières lettres connues de Báthory datent de peu avant son arrestation. Elles concernent des questions administratives et son testament. Dans ses écrits, il n'y a rien qui permette d'entrevoir l'intérieur d'une personne décrite comme un monstre. Cela en dit long, ou peut-être rien du tout. Les sources écrites, qui sont généralement destinées à une lecture pragmatique, révèlent rarement ce que l'individu cache à lui-même. Ces domaines furent transmis à ses enfants. La dette de la couronne envers la famille Nadasdy ne fut jamais remboursée, mais il n'y eut pas de demande de remboursement, ce qui pourrait avoir fait partie du calcul. Le fils aîné, Pa Nadasdy, poursuivit la tradition familiale et occupa une position éminente à la cour. Aucun des enfants ne contesta publiquement la condamnation de leur mère. Cela pouvait être dû à un silence contraint, car contester la décision du roi était dangereux. Ou cela pouvait refléter un véritable rapport à ce qui s'était passé. Le château de Čachtitze continua à être utilisé pendant plusieurs décennies après la mort de Báthory. Au XVIIIe siècle, il fut abandonné et tomba progressivement en ruine. Aujourd'hui, il ne reste que des vestiges sur une colline en Slovaquie, ce qui était autrefois l'une des propriétés privées les plus riches du royaume de Hongrie. Les touristes viennent notamment à cause de la légende. Le centre touristique local associe habilement faits historiques et comtesses sanglantes, car la légende se vend mieux que la vérité. Maintenant, parlons de ce qui est peut-être le plus intéressant, la question du « pourquoi ». La psychologie populaire aime les explications simples pour des personnes complexes.
Dans le cas de Báthory, au cours des 50 dernières années, diverses interprétations ont été proposées. Le sadisme en tant que catégorie psychiatrique, le trouble de la personnalité narcissique, la soif de pouvoir, le côté obscur de la maternité, voire la tragédie féministe, une femme qui a dépassé le rôle que la société lui avait assigné. Toutes ces interprétations sont appliquées à une personne dont l'état psychologique reste largement inconnu des sources primaires. La psychiatrie rétrospective est un exercice périlleux. Que pouvons-nous dire avec plus de prudence? Plusieurs éléments se combinent pour former un portrait possible, mais non unique. Tout d'abord, elle a grandi dans un environnement où la violence envers les personnes dépendantes n'était pas une anomalie, mais une norme. Les châtiments corporels infligés aux serviteurs étaient une pratique courante. Son époux, un militaire, considérait la violence comme un outil professionnel. Lors du procès, des témoins ont affirmé que Ferenc Nadasdy infligeait également des punitions sévères à ses domestiques. Il semble que la frontière entre une punition normale et ce qui se passait à Kastitz ait progressivement et peut-être imperceptiblement changé pour ceux qui étaient impliqués. Deuxièmement, un pouvoir absolu sans contrôle a tendance à mener à une escalade de la violence. Ce n'est pas une affirmation psychanalytique, mais une constatation historique observée au fil du temps. En l'absence de mécanismes de rétroaction tels que la loi, l'opinion publique ou la peur des conséquences, des comportements qui procurent du plaisir ou soulagent des tensions ont tendance à devenir plus fréquents et plus intenses. Báthory a vécu dans une situation de quasi-absence de contrôle externe pendant de nombreuses années. Troisièmement, le veuvage a pu jouer un rôle, non pas dans le sens où elle aurait perdu la raison à cause du chagrin, mais d'une manière plus pragmatique. Tant que Ferenc était en vie, il y avait au moins une personne dont la vie avait un réel poids pour elle, et peut-être que sa présence agissait comme un facteur modérateur. Après sa mort, cette personne n'était plus là. Selon les témoignages, la violence a considérablement augmenté précisément dans les années 1604 et 1610. Quatrièmement, et c'est le point le plus crucial, nous ne savons pas ce qu'elle ressentait réellement. Nous ne savons pas si c'était de la jouissance, de la colère, de la douleur, de l'indifférence ou autre chose. Projeter un diagnostic psychiatrique établi sur elle revient à prétendre connaître quelque chose que nous ignorons. Parfois, il est plus honnête de dire que nous ne comprenons pas. Cela souligne en soi quelque chose d'important sur les limites de notre capacité à expliquer le mal humain. Passons à l'historiographie moderne, car discuter de Báthory nécessite de comprendre à quel point la science académique diverge de l'image populaire. Dans les années 90 et 2000, plusieurs études sérieuses ont considérablement modifié la perception de l'affaire. En plus de l'œuvre déjà mentionnée de Laszlo Nogue, le travail de l'historien américain Gary Romer, ainsi que celui du chercheur croate Stefan Horváth, spécialisé dans les sources concernant l'histoire de la Transylvanie et du royaume hongrois à cette époque, ont joué un rôle essentiel. Tous ont travaillé directement avec des documents d'archives, tels que des procès-verbaux de tribunal, des correspondances de Tur et des registres ecclésiastiques locaux. Le consensus auquel parvient la majorité des chercheurs sérieux est le suivant. La violence a existé. Les victimes étaient de réelles personnes. Mais tout cela s'est produit à une échelle bien moindre que celle décrite dans la légende. Le chiffre de 650 victimes est presque certainement fortement exagéré. Le nombre réel de morts est probablement de quelques dizaines, peut-être un peu plus d'une centaine. Aucun détail concernant les bains de sang n'est confirmé par des sources primaires, absolument aucun. Derrière l'organisation de ce procès se trouvaient des intérêts politiques et économiques considérables. Ce n'est pas une réhabilitation de Báthory. Aucune affirmation de ce type n'est soutenue par des historiens sérieux. Il s'agit plutôt de tenter de dissocier la personnalité historique de la créature littéraire monstrueuse qu'elle est devenue dans la culture populaire. La distinction entre un individu dont la conscience est chargée de plusieurs dizaines de décès dans un contexte de pouvoir féodal impuni et un tueur en série recordman, inscrit dans le livre des records de Guinness, est fondamentale. La première histoire est terrifiante et nécessite une réflexion approfondie. La seconde n'est qu'une simple sensation médiatique, dénuée d'enseignement.
À cet égard, l'exemple du livre des records de Guinness est révélateur. Elizabeth Bathory a longtemps été présentée comme la tueuse en série la plus prolifique de l'histoire, avec un nombre de victimes estimé à au moins 100, ou peut-être plus de 600. Cette affirmation a perduré à travers plusieurs éditions et a été reproduite à des millions d'exemplaires dans le monde entier comme un fait avéré. Les historiens ont maintes fois souligné qu'aucune de ces chiffres n'était documentée. Finalement, la formulation a été rectifiée. Cependant, le mal était déjà fait. Plusieurs générations de lecteurs ont intégré la légende comme un fait établi. Un autre sujet de discussion parmi les historiens concerne le genre. Elizabeth Bathory est l'une des rares femmes en Europe à cette époque à avoir réellement exercé un pouvoir autonome. Après la mort de son mari, elle a dirigé l'un des plus grands patrimoines privés de Hongrie, une position rare pour l'époque. Les historiens qui s'intéressent à l'aspect de genre du pouvoir, comme Mary Fulbrook et Andrea Yale, soulignent que les nobles masculins faisant face à des accusations similaires de violence envers leurs serviteurs n'ont presque jamais été poursuivis avec une telle intensité. Le fait qu'elle ait été au centre d'un procès retentissant ne s'explique pas uniquement par la gravité de ses crimes. Son pouvoir et son indépendance au sein d'un système patriarcal constituaient en eux-mêmes une anomalie que le système cherchait à normaliser. Cela n'exonère en rien sa responsabilité. Au contraire, cela ajoute une dimension contextuelle nécessaire pour éviter que l'histoire ne soit plate et unidimensionnelle, et plus important encore, inutile. Quelques détails qui sont souvent absents des récits standards permettent de dessiner un portrait plus nuancé. Elizabeth Bathory était, pour son époque, une femme instruite. Plusieurs de ses lettres ont été conservées et montrent une écriture confiante, soignée et professionnelle. Elle correspondait avec son fils Paul en latin. Elle s'intéressait à la médecine, du moins dans la forme pragmatique qu'elle prenait dans le contexte économique de son temps. Une de ses lettres évoque le traitement d'une morsure de chien. Une autre parle d'un remède pour les cerfs en période de maladie. Bien que ces éléments soient des témoignages quotidiens, ils sont significatifs. Ils révèlent une personne préoccupée par la santé de ceux qui dépendaient d'elle, durant les mêmes années où, selon les témoignages, elle les tuait. Cette contradiction n'est pas unique à Bathory. Elle caractérise la plupart des individus ayant exercé une violence systématique dans des conditions de pouvoir illimitées. Ils continuaient à mener une vie normale tout en commettant des crimes. Les propriétaires d'esclaves faisaient preuve de bienveillance envers leurs esclaves tout en les torturant. Les camps de concentration étaient surveillés par des personnes qui, le soir, jouaient du violon et racontaient des contes aux enfants. La psyché humaine est capable de maintenir ces deux mondes dans des compartiments totalement séparés. Ce n'est pas une pathologie, mais un mécanisme décrit en psychologie et maintes fois confirmé par l'histoire. Son rapport avec ses enfants est un autre aspect difficile à concilier avec l'image du monstre. La correspondance qu'elle entretenait avec ses filles et son fils a été partiellement conservée et décrit des préoccupations ordinaires, la santé, l'éducation, les mariages à venir, ainsi que la gestion du domaine. Il n'existe aucune preuve que ses enfants la craignaient ou que la violence les touchait d'une manière ou d'une autre. Cela pourrait renforcer l'idée que les véritables victimes étaient plutôt les serviteurs dépendants, les serfs, plutôt que des personnes de son entourage. La frontière sociale et de classe agissait comme un marqueur clair. Certaines personnes étaient considérées comme des êtres humains, tandis que d'autres ne l'étaient pas. Cette construction, bien que monstrueuse, est historiquement compréhensible. L'aspect financier de sa vie est un sujet que les historiens ont étudié en détail. Elle était une gestionnaire compétente. Les documents montrent qu'elle exerçait un contrôle strict sur son domaine, réalisait des inventaires réguliers et prêtait attention aux rapports financiers. À plusieurs reprises, elle a été en litige avec ses voisins et les fonctionnaires locaux concernant des disputes foncières, et elle gagnait souvent. C'était une personne qui connaissait ses droits et savait les défendre. Cela met également en lumière un autre élément, elle avait pleinement conscience de ce qu'elle faisait au château et des conséquences juridiques que cela pouvait avoir, puisqu'elle a commencé à dissimuler des corps et à effacer des traces. Concernant sa personne, selon les informations d'un témoin jugé relativement fiable par les historiens, peu avant son arrestation, Bathory devenait de plus en plus imprévisible. Plusieurs serviteurs la décrivaient comme une femme qui, ces dernières années,
était fréquemment envahi par une colère, et ce, avec une intensité et une fréquence croissantes. Les crises d'épilepsie, documentées dans son enfance, peuvent se manifester de différentes manières à l'âge adulte, si l'on accepte cette hypothèse. Il est donc impossible de déterminer s'il y avait un facteur neurologique influençant son comportement. Cependant, cette question est présente dans les discussions académiques et ne peut être ignorée. Examinons comment l'image de Báthory s'est développée dans la culture au cours de 4 siècles, car l'histoire de cette image est tout aussi instructive que celle de la personne elle-même. Les premières décennies suivant sa mort sont marquées par un quasi-silence. Dans les chroniques hongroises du XVIIe siècle, Báthory est rarement mentionné et sans insistance particulière sur sa cruauté. C'est un fait important. Thurzó, qui avait orchestré son arrestation, est décédé en 1616, 2 ans après Báthory. Sa correspondance avec le roi n'était pas publique. Les procès-verbaux concernant ses serviteurs étaient conservés dans des archives. Les personnes qui avaient directement connaissance de l'affaire sont progressivement décédées et l'histoire a commencé à sombrer dans l'oubli. Toutefois, dès le XVIIe siècle, des récits oraux circulaient en Slovaquie et en Autriche au sujet de la méchante veuve de Čachtice. Ces récits, inévitablement simplifiés et dramatisés, omettent des détails précis, ne laissant qu'une trame. Une belle femme, de nombreuses morts, un château sombre. Au XVIIIe siècle, alors que la culture européenne était fascinée par les horreurs gothiques, cette histoire est devenue une matière première idéale. C'est à ce moment-là que Turozzi a publié sa chronique, dans laquelle le bain de sang est présenté comme un fait établi. C'est aussi à cette époque que commence une intensification du traitement littéraire de cette histoire. Le XIXe siècle a ajouté une dimension de romantisme en évoquant l'image d'une aristocrate passionnée, poussée à la folie. Le XXe siècle, quant à lui, a transformé Béthune en l'une des icônes sombres les plus populaires de la culture pop. Plusieurs films ont été réalisés au fil des années. Le film hongrois Kuntilan de 1970 et le film Béthune de 2008, produit en Slovaquie et en République tchèque, tentant de réhabiliter son image. On trouve également des films d'horreur américains et des documentaires britanniques à la télévision. Des romans, des centaines, voire des milliers, allant des thrillers gothiques à la prose historique, ont été écrits à son sujet. On observe aussi des jeux vidéo, des groupes de rock et même des cocktails inspirés par son personnage dans les bars. Cette image est devenue une marque, complètement détachée de la réalité historique. Cette comparaison peut sembler étrange, mais elle est pertinente. Béthune a été traitée de manière similaire à la façon dont on gère des marques. On a pris son nom et un récit de base, une femme qui tuait des jeunes filles, en écartant tout ce qui était complexe et contextuel, créant ainsi un produit adapté à la consommation de masse. Ce produit fonctionne car il touche plusieurs niches psychologiques profondes à la fois. La peur d'une femme belle mais dangereuse, le château sombre comme espace de terreur, et le sang comme symbole de vie et de mort simultanément. Les archétypes, eux, se vendent bien. Mais que perd-on dans cette transformation? On perd l'histoire réelle, celle du pouvoir, de la violence, d'un système qui a permis à cette violence de perdurer pendant des années, du procès qui était influencé par des intérêts politiques et économiques, des victimes qui étaient des personnes réelles et non de simples statistiques dans la légende. Cette perte rend la légende non seulement fausse, mais également nuisible. Elle remplace une question difficile sur la nature de la violence et de l'impunité par un beau méchant de conte de fées. Revenons maintenant à la question posée dans le titre de cette vidéo. Pourquoi était-elle si cruelle? La réponse est honnête, mais inconfortable. Nous ne savons pas. Nous n'avons pas accès à sa vie intérieure, pas de journal intime, pas d'explication de sa part. Nous ne disposons que des témoignages d'autres avec leur propre motivation. Cependant, nous pouvons dire quelque chose sur le système qui a rendu son comportement possible. Et c'est peut-être plus important que d'explorer la psyché d'un individu particulier. La Hongrie du XVIIe siècle était un pays divisé en 3 parties. Le royaume des Habsbourg à l'ouest, l'Empire ottoman au centre et le principauté de Transylvanie à l'est. C'était une période de guerre permanente,
d'instabilité et d'un centre faible. Dans ce contexte, les Magnats, les plus grands propriétaires terriens, étaient essentiellement des États dans l'État. Leur pouvoir sur les serfs était absolu. La loi, qui en théorie limitait la cruauté, n'existait en pratique que pour ceux qui avaient suffisamment d'influence pour l'appliquer. Un autre détail souvent oublié mérite d'être mentionné. Élisabeth Béthune a dirigé ces domaines à une époque où le veuvage des grandes propriétaires terrières engendrait une situation juridique particulière. D'une part, elle avait tous les droits de gérer les biens de son mari jusqu'à la majorité des enfants. D'autre part, elle n'avait pas de représentation politique et ne pouvait pas voter au Parlement, ni occuper de fonctions publiques, ni participer officiellement au procès en tant que partie égale. Cela signifiait que son pouvoir était immense à l'intérieur de son domaine, mais pratiquement inexistant en dehors de celui-ci. Toute son influence sur le monde extérieur passait par des intermédiaires, par le biais de l'argent, ainsi que par des relations d'alliance établies du temps de son époux. Lorsque ces relations ont commencé à se déliter et que la mort de Ferenc a inévitablement modifié l'équilibre des pouvoirs, elle s'est trouvée dans la situation d'une personne disposant de ressources considérables à l'intérieur, tout en étant dépourvue de protection à l'extérieur. Cela ne justifie en aucun cas la violence à l'égard des personnes dépendantes. Cependant, cela explique pourquoi le système qu'il a finalement détruite a réussi à le faire de manière relativement rapide et indolore pour lui-même. C'est une explication structurelle. Mais dire qu'il s'agit d'une dimension structurelle ne signifie pas pour autant qu'elle exonère de toute responsabilité. Des milliers de nobles de cette époque possédaient un pouvoir semblable et n'ont pas systématiquement assassiné leurs serviteurs pendant des décennies. La structure crée des possibilités, mais ne détermine pas les choix. Élisabeth Báthory a fait des choix spécifiques ou, plus précisément, elle a réalisé des actions qui, à chaque répétition, constituaient le choix de ne pas s'arrêter. C'est un point crucial. D'après les reconstitutions permises par les sources, voici à quoi cela ressemblait en gros. La violence commençait comme une forme de punition, ce qui était acceptable dans les maisons aristocratiques de l'époque. Puis la frontière a été déplacée et les punitions sont devenues de plus en plus sévères. Ensuite encore plus. Ce processus d'escalade progressive a été décrit depuis longtemps par des psychologues et des criminologues. Chaque pas suivant est légèrement pire que le précédent, mais le cumul de ces dégradations est immense. L'environnement, constitué de complices et de serviteurs qui participaient ou se taisaient, devenait complice et, par conséquent, perdait la capacité et la volonté d'arrêter le processus. Les victimes, des personnes sans voix et sans protection, ne pouvaient ni résister ni se plaindre avec un résultat probant. Le système crée des conditions favorables à l'escalade de la violence, sans la générer ex nihilo. Une analogie que les chercheurs établissent parfois est celle des cas contemporains de violences systématiques dans des institutions fermées, prisons, hôpitaux psychiatriques, établissements religieux. Partout où le pouvoir est absolu, le contrôle minimal et où les victimes sont privées de voix, la violence tend à croître. Cela ne signifie pas que Báthory soit un cas typique. Cela signifie qu'elle est une expression extrême d'une logique qui n'est pas exclusive au XVIe siècle. Que devrions-nous en faire, nous, les habitants du XXIe siècle, qui regardons des vidéos sur des événements datant de 4 siècles? Probablement, l'essentiel est de ne pas se contenter de penser qu'elle était un monstre et nous ne le sommes pas. C'est trop facile. La question est plus intéressante. Quel système de pouvoir et de dépendance existe aujourd'hui où des choses similaires se produisent en ce moment même et que nous avons tendance à ignorer? Avant de passer à l'impact de l'image de Báthory sur la culture en général, concentrons-nous sur quelques personnes spécifiques de cette histoire qui restent généralement dans l'ombre. Les victimes. Dans les procès-verbaux et les notes du prêtre Ponicénus, quelques noms ont été conservés. Dordia Pop de Trnava, celle dont la plainte du père est devenue l'un des points de tension. Zuzana, la fille d'un meunier local. Plusieurs autres noms que les chercheurs ont extraits des dossiers d'archives concernant les familles paysannes de la région. La plupart sont anonymes. C'est une caractéristique de l'histoire de cette époque. Les noms des victimes n'étaient pas enregistrés de la même manière que ceux des accusés. Ils vivaient dans des villages qui n'ont jamais été mentionnés dans les chroniques. Ils sont arrivés dans une maison opulente avec l'espoir de gagner de l'argent.
mais ils n'en sont jamais revenus. Deborah Harkness et plusieurs autres chercheurs ont consacré leurs efforts à reconstituer l'identité de ces personnes, en s'appuyant sur les documents disponibles pour restituer au moins leur nom. Le travail minutieux effectué sur les registres paroissiaux, les listes fiscales et les recensements des serfs est essentiel. Ce type de recherche est bien plus significatif que toute biographie populaire de la « comtesse sanglante », car il redonne aux individus leur nom et leur visage, éléments qui leur ont été retirés 2 fois, d'abord par le meurtre, puis par leur transformation en statistiques anonymes dans la légende des autres. János Ponikénus, un pasteur luthérien à Chasztyce, tenait des registres de sépultures. Il savait ce qui se passait ou, du moins, il réalisait que de jeunes femmes mouraient au château de manière trop fréquente et sans explication. Cependant, pendant plusieurs années, il est resté silencieux, se contentant de plaintes privées qui n'aboutissaient à rien. Ce n'est pas un reproche de lâcheté. Se plaindre de batterie signifiait s'attaquer à une personne qui était 1000 fois plus riche, influente et puissante qu'un pasteur de village. Cela constitue un exemple supplémentaire de la manière dont le silence et l'inaction créent un environnement propice à la poursuite des crimes. Lorsque finalement, il a trouvé un moyen de transmettre ces informations aux personnes concernées, les choses ont commencé à bouger. Un autre personnage dans cette affaire, souvent oublié, est Imre Medieri, l'un de ceux qui ont recueilli les témoignages des témoins dans les domaines de Báthory à la fin de l'année 1610 et au début de l'année suivante. Son travail, consistant à interroger plus de 300 personnes dans divers villages, a permis de documenter l'ampleur de ce que les gens avaient vu et entendu. Sans son travail minutieux, une grande partie des témoignages aurait été perdue. Il a réalisé ce que l'on appelle aujourd'hui une enquête de terrain, dans un contexte où ni la méthodologie d'investigation ni la protection des témoins n'existaient réellement. Il existe également une autre version qu'il convient de mentionner, non pas parce qu'elle est définitivement prouvée, mais parce qu'elle est présente dans des cercles académiques sérieux et mérite d'être présentée de manière honnête. Plusieurs historiens, dont Laszlo Nagy et quelques-uns de ses disciples, ont été plus loin que de simplement affirmer que l'ampleur a été exagérée. Ils ont proposé une théorie selon laquelle l'affaire contre Báthory a été en grande partie fabriquée dans le but de l'éliminer et de redistribuer ses biens. Selon cette hypothèse, bien qu'il y ait eu des meurtres, ceux-ci étaient isolés et ne différaient pas de ce que d'autres aristocrates de l'époque avaient fait. Les témoignages des domestiques auraient été soit extorqués, soit considérablement amplifiés sous pression. Thurzó agissait pour le compte de la couronne et de ses propres intérêts d'alliance. Élisabeth Báthory aurait été la victime d'un complot politique, non pas en ce sens qu'elle était totalement innocente, mais plutôt que sa culpabilité a été intentionnellement exagérée et exploitée. Quelle est la véracité de cette version? Les historiens sont partagés. Les arguments en sa faveur incluent l'intérêt politique et financier évident des organisateurs du procès, l'absence de précédent juridique dans une situation où l'accusé n'a pas été interrogé, des témoignages obtenus sous contrainte, ainsi que l'incohérence entre les 37 sépultures documentées par Ponikénus et les chiffres avancés par les serviteurs. Les arguments contraires. Plusieurs sources indépendantes convergent vers l'idée que la violence était systématique. Les fosses communes étaient réelles. Certaines précisions dans les témoignages se rejoignent. La majorité des historiens d'aujourd'hui adoptent une position intermédiaire. Les crimes sont réels, mais leur ampleur est exagérée, et l'intérêt politique dans l'organisation du procès est considérable. La réhabilitation totale de Báthory en tant que victime d'un complot constitue une avancée qui dépasse ce que la base documentaire permet de soutenir. Cependant, accepter sans réserve la légende comme un fait représente un pas dans la direction opposée. Une incertitude honnête peut parfois être une réponse meilleure qu'une affirmation convaincante, mais inexacte. Que restait-il si l'on retire à la fois la légende et la tentative de réhabilitation complète? Il reste l'histoire d'une femme qui a vécu sous un régime de pouvoir absolu, a utilisé ce pouvoir de manière destructrice à l'égard des personnes dépendantes et qui a finalement été détruite par ce même système, en raison d'une combinaison de facteurs où la justice et le calcul politique s'entremêlent dans des proportions que nous ne pouvons pas définir précisément aujourd'hui.
Cette histoire est moins flamboyante que celle de la comtesse sanglante, mais elle est nettement plus significative, car elle traite de réalités qui n'appartiennent pas uniquement au XVIe siècle. Parlons plus en détail des complices, à savoir les 4 serviteurs arrêtés, car leur récit mérite une réflexion approfondie. Dorco et Elena Joe, 2 femmes d'un certain âge ayant servi dans la maison de Bathory pendant des décennies, constituent un élément crucial. Elles n'étaient pas des bourreaux sous contrat venant de l'extérieur. Elles faisaient partie intégrante de l'environnement domestique, en tant que nourrices et servantes, des personnes qui connaissaient Élisabeth depuis sa jeunesse et qui avaient élevé ses enfants. Comment ces individus ayant consacré leur vie au service sont-ils devenus des participants à ce que décrivent les témoignages? La réponse fournie par les psychologues étudiant le phénomène de la banalité du mal est à peu près la suivante. Lorsque la violence est enracinée dans un système de domination et de dépendance, les subordonnés y participent souvent non pas par sadisme, mais en raison de leur soumission à l'autorité. L'expérience de Stanley Milgram dans les années 1960 a démontré qu'une proportion significative de personnes ordinaires, sous pression autoritaire, est prête à infliger des souffrances physiques à autrui simplement parce que c'est ce qu'on ordonne. Dans le cas de Dorco et Elena, la situation est encore plus aiguë. Elles étaient totalement dépendantes de Bathory. Le non-respect des ordres aurait pu leur coûter leur emploi, leur liberté ou même la vie. Leur participation leur offrait protection et statut. Cela ne constitue pas une excuse. Le tribunal les a justement reconnus coupables. Mais comprendre le mécanisme est essentiel, car cela explique pourquoi il existe presque toujours des complices dans des histoires similaires. Personne n'est isolé. La violence a toujours des complices, qu'ils soient actifs ou passifs. Et la complicité passive, celle des silencieux, de ceux qui ne savaient pas ou ne demandaient pas, crée souvent les conditions nécessaires à la poursuite de la violence active. Janos Fitzko, quant à lui, est une figure plus complexe. Son surnom, Fitzko, signifiant à peu près « petit gars » ou « jeune », renvoie à sa position physique et sociale dans la hiérarchie. Les nains dans les maisons aristocratiques de cette époque occupaient souvent une place particulière, à la fois privilégiés en tant que chouchou du maître et extrêmement vulnérables, car leur valeur était déterminée uniquement par l'affection de leurs propriétaires. Selon les témoignages, c'est Fitzko qui s'occupait de certaines tâches physiques liées aux tortures, et c'est lui qui mentionnait les chiffres les plus élevés concernant les victimes. Les historiens pensent qu'il exagérait probablement dans l'espoir de montrer au tribunal son entière coopération. Il a été exécuté, bien que de manière moins sévère que Dorco et Elena. Catherine Benica est la plus mystérieuse des 4. Son rôle dans les témoignages est le moins clairement défini. D'après les informations disponibles, elle a été engagée plus tard que les autres et a peut-être participé à une moindre mesure. Son jugement relativement léger, une simple décapitation sans torture préalable, confirme de manière indirecte que le tribunal a tout de même effectué une certaine différenciation dans la gravité des crimes, même si cela a été fait de manière très rudimentaire. Ces 4 individus sont les participants les plus pauvres et les plus dépendants de cette histoire. Élisabeth Bathory a échappé à l'exécution grâce à sa noblesse. Ses serviteurs ont payé pour elle. Cela fait aussi partie du système. Il est important de le mentionner clairement. Il y a une question qui est rarement posée, mais qui me semble l'une des plus cruciales de toute cette affaire. Pourquoi une femme? Pas dans le sens où la violence serait un phénomène uniquement masculin, ce qui est faux, mais dans le sens, pourquoi une femme aristocrate est-elle devenue la comtesse sanglante, la plus célèbre des méchants de son époque, tandis que les nobles masculins ayant commis des violences comparables ou plus graves sur des serfs sont restés dans l'oubli historique? Ce n'est pas une question rhétorique, ni une tentative de la défendre rétroactivement. Les historiens possèdent des exemples concrets. György Dózsa, brûlé en Hongrie en 1514 après la répression d'une révolte paysanne, a été victime de violences de la part de nobles, qui étaient publiques et documentés. Plusieurs magnats hongrois de la fin du XVIe et du début du XVIIe siècle sont connus par les sources comme des maîtres cruels, torturant et tuant des serfs. Aucun d'entre eux n'est devenu un tueur en série dans la mémoire collective. Personne n'a réalisé de film à leur sujet, aucun d'eux n'a été le nom de groupe de rock.
Bathory est une femme. Et cela, semble-t-il, a joué un rôle décisif dans la façon dont l'histoire a été perçue, transmise et embellie. La culture perçoit la cruauté féminine comme plus choquante et plus inappropriée que la cruauté masculine similaire. Ce n'est pas un fait biologique, c'est un stéréotype culturel. Une femme doit être mère, nourrice, gardienne. Quand elle enfreint ce stéréotype, le choc est double. Et ce double choc se transforme en une histoire plus saisissante, en une image plus mémorable, en une légende plus vendable. Ajoutez à cela la sexualisation, la comtesse sanglante est dans la majorité des représentations culturelles invariablement séduisante. Une belle femme, tuant d'autres femmes belles pour le plaisir de la beauté. Un archétype pur, sans lien direct avec ce qui est réellement documenté dans les sources, mais psychologiquement puissant. Le danger sexualisé de la femme fatale est l'un des récits les plus anciens de la culture humaine, de Méduse à Lilith. Bathory est simplement tombé dans ce récit et est devenu sa plus récente incarnation. Cela ne signifie pas que ces crimes doivent être minimisés pour des raisons féministes. Non. Cela signifie que, en se posant la question « Pourquoi était-elle si cruelle ?», il est également nécessaire de se demander pourquoi son histoire est devenue une légende, et de constater que les réponses à ces deux interrogations sont interconnectées. Abordons l'époque, car sans elle, une discussion sur Bathory serait incomplète. La Hongrie à la fin du XVIe et au début du XVIIe siècle n'est pas un Moyen-Âge abstrait, terme souvent utilisé pour désigner tout ce qui s'est produit autrefois. C'est une période historique précise, avec ses propres caractéristiques qui déterminaient directement ce qui était possible. À cette époque, la Hongrie connaissait ce que l'on appelait les longues guerres turques, un conflit de 30 ans avec l'Empire ottoman, qui s'est terminé en 1606. La guerre se déroulait sur le territoire hongrois, entraînant des raids incessants, la destruction des villages et l'enlèvement de la population pour la servir. Ce contexte est crucial. La brutalité n'était pas une caractéristique isolée de certains individus, mais plutôt une condition de vie omniprésente pour une grande partie de la population. La situation des serfs en Hongrie durant cette période était l'une des plus difficiles d'Europe centrale. Le Tripartitum, un recueil du droit coutumier hongrois rédigé par István Verböcsi en 1514, a établi une séparation presque absolue entre les nobles et les non-nobles. Un serf était en réalité considéré comme la propriété de son seigneur dans la plupart des aspects pratiques de la vie. Ce fondement juridique perdura jusqu'au XIXe siècle, soit encore plus de 200 ans après la mort de Bathory. Le système qui permit à Bathory d'agir comme elle le faisait survécut plusieurs générations après elle et continua à rendre de tels actes possibles. Dans le contexte religieux, la fin du XVIe et le début du XVIIe siècle marquent la contre-réforme en Europe centrale, une période de forte tension confessionnelle. Bathory était une protestante de la branche réformée. Sur une partie de ses terres vivaient des luthériens, des calvinistes et des catholiques. Thuzo, quant à lui, était également protestant. L'archevêque qui reçut les plaintes concernant les décès des jeunes filles était catholique. Cela n'explique en rien les crimes ni leurs révélations, mais cela crée une couche supplémentaire de tension dans les relations entre les différents acteurs de ces événements, tension que les historiens prennent en compte. Les connaissances médicales et les conceptions de la santé à cette époque différaient fondamentalement des nôtres. La saignée était une méthode de traitement standard. Les maladies du sang étaient une véritable notion médicale. L'idée que le sang des jeunes possédait des propriétés particulières était présente dans la médecine populaire, sans être associée à un individu précis. Cela ne signifie pas que Bathory y croyait réellement, et encore moins que cela impliquait qu'elle se baignait dans le sang. Cela signifie que, si une telle idée circulait dans son entourage, elle faisait partie du paysage culturel général, plutôt qu'une obsession maniaque unique. Enfin, concernant cette époque, les procès de sorcières et de malfaiteurs du XVIIe siècle s'inscrivent dans le même espace historique. Entre les années 1550 et 1750, on estime qu'entre 40 et 80 000 personnes furent exécutées en Europe sous des accusations de sorcellerie.
Les témoignages dans les procès de sorcellerie ont été recueillis dans des conditions similaires à celles de l'affaire Bathory. Cela ne signifie pas que l'affaire Bathory soit un procès de sorcellerie, mais plutôt que le climat culturel de l'époque a normalisé certaines pratiques judiciaires que nous considérons aujourd'hui comme de graves violations du droit à un procès équitable. Plusieurs éléments concernant les derniers mois avant l'arrestation méritent d'être examinés, car la chronologie de la fin de l'année 1610 raconte, en elle-même, comment les mécanismes d'arrêt fonctionnent ou échouent. Des plaintes concernant les décès de jeunes filles issues de familles nobles ont été adressées à divers fonctionnaires dès 1608. Ces plaintes n'ont pas été complètement ignorées, mais leur traitement a été lent, passant par plusieurs niveaux d'administration. Turtso, d'après ses propres lettres, était au courant de la situation depuis environ 1609 ou le début de 1610. Cependant, il n'a agi qu'à la fin décembre 1610, ce qui signifie qu'il a attendu au moins un an. Que s'est-il passé durant cette année? Selon certaines sources, Turtso a négocié avec les membres de la famille Bathory, son gendre Mikloš Zrenjanin et d'autres, sur la façon d'organiser l'affaire afin que les terres demeurent dans la famille et ne passent pas à la couronne. Cela est indirectement confirmé par le fait que Turtso a décidé de placer Bathory sous arrestation domiciliaire plutôt que de la traduire en justice, une mesure qui préservait son statut noble et, par conséquent, les droits de propriété de ses enfants. Si elle avait été condamnée en tant que criminelle et déchue de sa noblesse, les terres auraient été transférées à la couronne. D'après sa correspondance, il semble que ce soit précisément ce que Turtso voulait éviter. L'arrestation, qui a eu lieu le 30e décembre, s'est produite à la veille du Nouvel An. Selon plusieurs historiens, le choix de ce moment était délibéré. C'était un jour où le château ne recevait pas d'invités, où la garde était moins vigilante et où il était possible d'entrer avec un détachement relativement restreint. Dans son rapport, Turtso a déclaré avoir surpris Bathory en flagrant délit, c'est-à-dire au moment où une autre jeune fille se trouvait déjà morte. Les historiens abordent cette description avec prudence, car elle s'intègre parfaitement dans le récit de l'arrestation de criminels en flagrant délit, ce qui facilitait juridiquement la justification de la détention. Ce qui s'est passé cette nuit-là, après l'arrestation, reste flou. Un bref rapport de Turtso et des récits ultérieurs nous en parlent. Selon lui, Bathory ne s'est pas opposée à son arrestation. Cela pourrait indiquer qu'elle comprenait que ce qui se passait avait été soigneusement orchestré et que résister ne changerait rien. Ou bien cela pourrait signifier qu'elle ne percevait pas la situation comme étant aussi critique, ignorant encore l'issue de l'affaire. Il est également possible que, à ce moment-là, il n'y avait pas suffisamment de personnes dans le château pour faire face à la troupe armée du Palatin. Ses chambres dans la tour du château, où elle a été enfermée pendant 3 ans, étaient aménagées de manière à lui permettre de recevoir de la nourriture et de transmettre des notes par un petit trou. Certaines de ces lettres de détention ont été conservées. Elles contiennent des demandes de restitution de biens, des plaintes sur les conditions de détention et des messages adressés à ses enfants. Il n'y a pas de tonalité de résignation dans ces lettres. Jusqu'à la fin, il semble qu'elle espérait encore une libération, ou, à tout le moins, une amélioration des conditions. Cela ne s'est pas produit. Parlons maintenant de quelques mythes spécifiques qui méritent d'être examinés, non pas pour défendre cette figure historique, mais pour atteindre une certaine précision. Premier mythe. Elle était la première tueuse en série de l'histoire. C'est un anachronisme double. Le terme « tueur en série » a émergé dans le domaine de la criminologie au XXe siècle. Mais surtout, bien avant Bathory, l'histoire a enregistré de nombreuses personnes ayant systématiquement éliminé d'autres, comme des souverains, des généraux ou des figures religieuses. Le concept même n'est pas applicable à une personne du XVIIe siècle, non pas parce que les crimes étaient moins graves, mais parce qu'appliquer des catégories contemporaines au XVIIe siècle est une méthode erronée qui n'éclaire rien. Deuxième mythe. Elle était une tueuse en série avec 650 victimes, un record dans le livre des records. Nous avons déjà analysé ce chiffre précédemment. Ajoutons simplement que ce record, parmi les tueurs en série en tant que catégorie, est une invention éthiquement discutable en soi. Transformer le nombre de victimes en une sorte de réalisation digne d'être inscrite dans un livre de records est un choix culturel qui révèle davantage sur nous que sur les personnes qui ont été tuées. Troisième mythe. Elle buvait le sang de ses victimes.
Cette affirmation n'apparaît dans aucune source primaire. Il s'agit d'un ajout ultérieur, probablement inspiré par des légendes vampiriques qui étaient largement répandues dans la région des Carpates. Báthory a vécu bien avant que l'image du « vampire » ne soit formellement conceptualisée, ce qui s'est produit au XVIIIe siècle. Cependant, avec le temps, la légende du vampirisme et celle de la « comtesse sanglante » se sont amalgamées en un seul récit. Quatrième mythe, ces victimes étaient uniquement de jeunes vierges. Dans les sources, l'âge et le statut des victimes varient. Parmi les noms mentionnés, certaines étaient des femmes mariées, d'autres des veuves. La jeunesse des victimes est surtout liée au fait que de jeunes filles étaient recrutées comme servantes. Il s'agit d'une réalité pratique et non d'un choix rituel. Cinquième mythe, il n'y a rien d'incertain dans l'histoire. En réalité, il y a énormément d'incertitudes. Des questions centrales demeurent sans réponse. Le nombre exact de victimes, le degré d'implication de Báthory dans les actes physiques, son état psychologique et la mesure de l'influence politique dans cette affaire. Ce n'est pas une tentative d'esquiver un jugement, mais un constat honnête des limites des données accessibles. Les historiens ayant étudié les sources primaires ont souvent souligné que plus nous nous éloignons des documents d'origine et plus nous nous rapprochons des récits populaires, plus le tableau devient défini et coloré, et moins il correspond à la réalité enregistrée. C'est une tendance qui n'est pas unique à l'affaire Báthory. C'est ainsi que fonctionne la simplification des complexités à travers la légende. La légende prend un fait réel, des crimes ont eu lieu, et construit autour de lui une architecture mythique qui est agréable à percevoir, mais peu utile pour la compréhension. C'est précisément cette ambiguïté qui rend l'histoire plus fascinante que la légende. La légende offre une réponse toute faite. L'histoire, en revanche, pose des questions qui ne cessent d'intriguer. Il y a encore une autre dimension à ce sujet que je souhaite aborder, et qui est peut-être la plus importante. Que se passe-t-il lorsque nous transformons une véritable histoire de violence en produit de divertissement? Lorsque les morts de dizaines ou de centaines de personnes réelles, des jeunes filles paysannes venues au château pour gagner leur vie, deviennent un parcours touristique sombre, un film avec une belle actrice et un cocktail dans un bar nommé « Sanglante Báthory », la question n'est pas celle d'un jugement moral. Depuis le début de l'histoire de l'humanité, les gens transforment des événements tragiques en artefacts culturels. Ce mécanisme est normal et psychologiquement compréhensible. Les mythes concernant les méchants ont une fonction précise. Ils nous permettent de réfléchir aux dangers dans un cadre sécurisé. Ils établissent une frontière entre nous et eux. Le problème surgit lorsque ce cadre devient si séduisant et confortable qu'il ne renvoie plus à la réalité qui se cache derrière. Lorsque la comtesse sanglante se transforme en simple marque, lorsque les victimes ne sont plus qu'un décor, lorsque le système qui a permis de telles atrocités demeure dans l'ombre, car il est moins spectaculaire que la figure d'une femme dans un château sombre tenant un verre de sang. La véritable valeur de l'histoire de Báthory, si on l'examine comme une histoire plutôt que comme une légende, réside dans le fait qu'elle soulève des questions cruciales sur le pouvoir, la dépendance et l'impunité. Ce sont des questions qui ne trouvent pas de réponse facile, et c'est précisément ce qui les rend précieuses. Elles interrogent ce qui se passe lorsque certaines personnes dépendent entièrement d'autres, et quand le système n'établit pas de mécanisme de protection pour les plus vulnérables. Elles évoquent la manière dont la violence s'installe progressivement, plutôt que d'apparaître soudainement. Elles se penchent sur le silence des témoins. Elles examinent la façon dont la politique et la justice se mêlent jusqu'à devenir indistinctes. Toutes ces problématiques demeurent pertinentes, non pas parce que nous vivons au XVIe siècle, mais parce que les dynamiques qu'elles décrivent n'ont pas disparu avec le féodalisme. La violence au sein des institutions fermées, maisons, hôpitaux, écoles, prisons, est analysée précisément à travers ces dynamiques. Et chaque fois qu'une nouvelle affaire émerge, il s'avère que le mécanisme est à peu près le même. La dépendance des victimes, le silence des témoins, l'impunité assurée par un statut social. Cela ne fait pas d'Elisabeth Báthory un symbole d'un problème systémique. Elle reste une personne concrète avec une biographie précise et des actions spécifiques. Cependant, son histoire, narrée de manière honnête et sans embellissement légendaire,
aborde des thèmes qui restent importants, peu importe l'époque. C'est une qualité rare dans une biographie historique. Examinons maintenant l'apparence actuelle du château de Čachtitz et ce que cette image révèle sur notre mémoire collective. Les ruines du château se dressent sur une colline au-dessus du village slovaque de Čachtitz, ou Čejte, comme on l'appelle en slovaque. En grimpant par un sentier pédestre pendant environ 30 à 40 minutes depuis le village, on se retrouve entouré de murs à moitié effondrés, envahis par l'herbe. La vue depuis la colline offre un panorama sur la vallée, avec des collines verdoyantes et une église médiévale en contrebas. C'est beau et paisible. Le centre touristique du village fonctionne sur 2 récits simultanément. L'un historique, celui du château médiéval, un site important dans l'histoire du comté de Nitra, et l'autre récréatif, qui évoque le lieu de la comtesse sanglante. Ce dernier récit se vend beaucoup mieux. Chaque année, des milliers de touristes, y compris des visiteurs en provenance de Russie, d'Allemagne, des États-Unis et du Japon, viennent ici. Une partie d'entre eux sont des passionnés de tourisme gothique, prenant des photos devant les ruines et achetant des souvenirs avec le silhouette du château. D'autres sont des personnes s'intéressant à la véritable histoire de la région. Les échanges avec les guides locaux, selon les retours des visiteurs, varient. Certains racontent honnêtement l'incertitude historique de l'affaire, tandis que d'autres répètent avec plaisir la légende. Cette dualité est symptomatique de notre rapport général à l'histoire sombre. Nous aspirons à l'horreur, tout en désirant aussi l'information. Nous recherchons le divertissement, tout en souhaitant la vérité. Lorsque le premier entrave le second, nous avons tendance à privilégier le premier choix. Cela est dû à sa simplicité et à son aspect agréable. En effet, la légende ne nécessite pas d'effort, alors que l'histoire en exige. À quelques kilomètres de Čachtitze, dans la ville de Trnava, d'où était originaire Dirty Pop, une jeune femme dont la mort a été l'un des déclencheurs de l'enquête, il n'existe aujourd'hui aucun monument en mémoire des victimes de l'affaire Báthory. On y trouve des statues de politiciens, de militaires et de figures religieuses. Cependant, ni Dirty Pop, ni les autres jeunes filles ne sont commémorées par un seul monument. Cela fait aussi partie de l'histoire. Revenons maintenant à la conclusion. À ce point de départ que nous avons évoqué, la visite de Thuzo au château en décembre. Döldi Thuzo a écrit au roi le lendemain de l'arrestation. Dans cette lettre, qui fait partie des documents clés de l'affaire, il décrit ce qu'il a observé dans le château et justifie sa décision de placer Báthory sous arrestation domiciliaire plutôt que d'organiser un procès public. Sa formulation, pour ne pas ternir l'honneur de nombreuses familles nobles liées à cette maison, est interprétée aujourd'hui de diverses manières. On peut voir cela comme du cynisme. L'aristocratie défend l'aristocratie. On peut aussi l'interpréter comme un calcul politique. Un scandale lié à un procès public d'une représentante de l'un des plus grandes lignées aurait déstabilisé l'ensemble de l'ordre établi. On peut encore considérer cela comme un juste milieu, un calcul masqué par un discours sur l'honneur. Mais dans cette même phrase, « ternir l'honneur », il y a une réflexion à mener séparément. Thuzo se préoccupait de l'honneur des familles nobles, et non de la vie ou de l'honneur des jeunes filles de Trnava et des villages environnants. Cela témoigne d'une hiérarchie des valeurs, clairement documentée par les paroles d'un participant à ces événements. Ce n'est pas une intention malveillante, ni une exception pour son époque, mais bien une norme habituelle de cette période. C'est précisément pour cette raison que le système a fonctionné comme il l'a fait, et que les plaintes ont été ignorées pendant des années. Lorsque, en l'an 1614, Élisabeth Báthory est décédée dans ses chambres murées, il n'y a eu aucune annonce officielle. Selon les documents locaux, elle a été enterrée discrètement dans la chapelle du château. Par la suite, ses restes ont été transférés dans la crypte familiale à Nyírbátor. Il n'y a eu ni cérémonie de deuil, ni nécrologue. Juste une fin. 4 siècles plus tard, son nom est devenu une marque, avec des milliers d'articles en ligne, des centaines de films et de livres, ainsi que des itinéraires touristiques dans 2 pays. Que cela nous révèle-t-il sur elle? Pratiquement rien. Que cela nous dit-il sur nous? Quelque chose d'important.
Nous nous souvenons des personnes qui nous effraient. Nous créons des légendes autour d'elles, et ces légendes deviennent plus confortables que la vérité. La vérité exige de réfléchir au système, aux structures et à notre propre implication dans des mécanismes similaires. La légende permet de se concentrer uniquement sur l'autre, sur le monstre qui se trouve de l'autre côté du miroir. C'est apaisant, et c'est précisément pour cela que cette vision est erronée et insuffisante. Dans cette vidéo, nous avons parlé d'Elisabeth Báthory. Mais en réalité, nous avons toujours abordé ce qui rend la violence possible. Le pouvoir sans contrôle. Les témoins silencieux. Les personnes qui ont le droit de se plaindre et celles qui n'ont pas ce droit. Les chambres murées dans la tour surplombant la vallée constituent une métaphore pertinente. Pas pour le méchant, mais pour le système. Avant de conclure, il est nécessaire de mentionner quelques détails que j'ai réservés pour cette partie de la vidéo, car ils modifient la perception de tout ce qui a été dit jusqu'à présent. En 2001, un groupe d'historiens slovaques et hongrois a tenté d'obtenir une réhabilitation officielle d'Elisabeth Báthory au niveau de l'État en se référant aux normes contemporaines d'un procès équitable. Cette initiative n'a pas reçu de réponse officielle. Cela en soi est révélateur. Juridiquement, réexaminer un verdict vieux de 400 ans est une procédure qui n'est prévue ni par la législation slovaque, ni par la législation hongroise. Báthory fait partie de l'histoire des deux pays, chacun ayant son propre lien avec elle, la Hongrie par son appartenance culturelle, la Slovaquie par son appartenance territoriale. Chaque pays a développé son propre récit à son sujet. En Slovaquie, elle est souvent présentée comme la comtesse hongroise, la distanciant ainsi de l'histoire locale. En Hongrie, elle est perçue comme une légende sombre, nationale, intégrée dans un discours plus large sur le pouvoir aristocratique. Une autre information à propos du film slovaque Báthory, réalisé en 2008 par Juraj Jakubisko, montre une réhabilitation radicale. Dans cette version, Báthory est dépeinte comme une victime d'un complot politique, innocente et noble. Le film a reçu des critiques mitigées, notamment pour le fait que le pendule ait basculé trop loin dans l'opposé de la légende. Les historiens académiques ne l'ont pas accepté. Une réhabilitation sans fondement est tout aussi erronée que la légende elle-même, qui n'est pas fondée. La vérité se situe quelque part entre ces deux récits. Et cet « entre-deux » est bien plus complexe que chacun d'eux, ce qui rend l'histoire intéressante. Enfin, il est pertinent de se pencher sur la réaction à cette affaire à l'époque. Parmi la haute noblesse hongroise, l'arrestation de Báthory était perçue, selon la correspondance de l'époque, avec inquiétude et malaise. Plusieurs nobles en vue, y compris des membres de la famille de Báthory, se tenaient publiquement à l'écart de sa défense. Ce n'était pas parce qu'ils étaient convaincus de sa culpabilité, on ne parlait pas beaucoup d'elle à cette époque, mais parce que soutenir l'accusée, contre laquelle se dressait le palatin royal, était politiquement risqué. Le système du silence fonctionnait non seulement de bas en haut, les serviteurs et paysans craignant de se plaindre, mais aussi horizontalement. Les pairs en statut préféraient ne pas remarquer. Mais ce silence n'est pas une chose passive. Le silence exige des efforts. Le pasteur Ponikenus a tenu des registres des enterrements pendant des années tout en se taisant. Les fonctionnaires locaux recevaient des plaintes et restaient muets. Les voisins nobles, au courant de la situation, même par ouï-dire, restaient silencieux. Ce silence était un choix collectif, que chacun justifiait à sa manière. L'impossibilité de s'opposer à Báthory, la peur des conséquences, l'incertitude quant à ses propres observations. C'est ce genre de silence collectif, et non la méchanceté unique d'une seule personne, qui crée souvent les conditions permettant à la violence systématique de perdurer pendant des années, plutôt que pendant quelques semaines. Les appels au XVIe siècle ne sont pas nécessaires. Cela se lit dans les nouvelles de n'importe quel jour. Il suffit de trouver un système clos où certaines personnes dépendent entièrement des autres. Le mécanisme fonctionne ensuite de lui-même. Les enfants de Báthory sont restés silencieux également. Pál Nadasdy, son fils, a poursuivi une carrière couronnée de succès. Sa situation politique, ainsi que celle de ses descendants, dépendait de leur capacité à ne pas rouvrir ce dossier.
Le nom de leur mère apparaît rarement dans les documents familiaux des générations suivantes, et ce, sans commentaire. L'histoire familiale a continué d'avancer. L'histoire des victimes s'est arrêtée là. Le 30e décembre de l'année 1610, Dörd Thurzo est entré dans le château de Tchaktitse. Un corps gisait sur le sol. Dans les cachots, des personnes vivaient, mais à peine. La maîtresse du château a été mise sous garde. Voici ce que l'on sait avec certitude. Tout le reste se situe quelque part entre probablement, peut-être et légende. Il est difficile de supporter cette incertitude. L'esprit aspire à la clarté, désire un méchant clairement identifié ou une victime sans ambiguïté. La légende de la comtesse sanglante offre justement cela, une clarté. Une clarté belle, pratique, mais complètement fallacieuse. La réalité d'Elisabeth Báthory est bien plus complexe. Elle était une noble dans un système qui lui conférait un pouvoir absolu sur des personnes dépendantes. Elle a utilisé ce pouvoir de manière destructrice. Les victimes étaient bien réelles. La violence était systémique. Cependant, le nombre de victimes dans la légende est largement exagéré et l'image mythologique principale du « bain de sang » n'est soutenue par aucune source primaire. De plus, tout ce processus a été orchestré par des personnes ayant des intérêts politiques et économiques considérables. Tout cela coexiste simultanément, et cela nécessite de garder plusieurs idées en tête plutôt qu'une seule. L'arrestation de décembre s'est déroulée dans le château surplombant la vallée slovaque. Ce même château, 4 siècles plus tard, est devenu une ruine, avec un sentier touristique et des souvenirs en forme de magnète à sa base. Entre ces deux images se déploie une histoire de pouvoir, de violence et de mémoire, qui est bien plus significative que n'importe quelle légende. Les légendes naissent et meurent. Les questions qu'elles éludent perdurent et refont surface à chaque nouvelle affaire où le pouvoir incontrôlé rencontre des individus sans protection. La seule différence réside dans les décors. Le mécanisme reste le même. Si vous êtes intéressé par un examen plus approfondi des légendes historiques, laissez un commentaire. De quel monstre historique aimeriez-vous explorer la véritable biographie et non la légende? Sur notre chaîne, nous faisons exactement cela, et la prochaine vidéo ne sera pas moins complexe. Abonnez-vous pour ne rien manquer, car cela ne sera pas plus facile.